Nous allons maintenant conclure ce colloque avec Arnaud Imaz, qui va élargir un petit peu la question que nous avons abordée aujourd'hui en nous présentant la légende noire espagnole et la manière dont elle a pu contribuer à la déformation de nos représentations de l'histoire de l'Espagne. Arnaud Imaz, je le rappelle, qui a été une cheville ouvrière majeure de ce colloque, de formation plutôt tournée vers les sciences politiques, mais qui s'est converti à l'histoire et qui est devenu un passeur d'histoire entre l'Espagne et la France, puisqu'il est à l'origine des différentes traductions des ouvrages que nous avons évoqués aujourd'hui. Et il faut qu'il en soit remercié. Bon, j'ai changé de place et je monte d'un cran, donc. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, il me revient donc le plaisir de présenter la dernière intervention avant que ne soit prononcée la clôture du colloque. Alors, ce plaisir, je l'avoue, il s'accompagne pour moi de quelques regrets, parce que j'ai bien conscience qu'une étape fructueuse de ma vie s'achève. J'ai été directement impliqué, comme le disait Philippe, dans les éditions françaises des livres de Serafín Fanjul, de Darío Fernández Morera et de Rafael Sánchez Saúz. Et je tiens d'ailleurs à remercier ici publiquement plusieurs personnes, notamment les éditeurs qui ont bien accepté ces manuscrits. Par exemple le Toucan, c'est-à-dire Damien Serriex, directeur du Toucan, Jean-Cyril Godefroy qui est ici présent, et puis le jeune Muller des éditions du Rocher. Alors j'avais obtenu une excellente préface de Rémi Brague, donc au livre de Darío Fernández Morera, publié chez Jean-Cyril Godefroy. Et je tiens à la remercier publiquement aussi. Il n'a pas pu venir, il sera sans doute présent peut-être ce soir au repas que nous aurons, mais il n'a pas pu venir cet après-midi. En tout cas, je n'ai pas vu sa tête. Et je tiens aussi à remercier les traducteurs avec qui j'ai travaillé étroitement pour la révision, notamment Julien Fularo pour le texte anglais, et puis Nicolas Klein qui est un jeune hispaniste normalien, et je pense que c'est quelqu'un qu'il faudra suivre dans le futur. Donc je disais que je me suis intéressé aux travaux de Serafín Fanjul, de Darío Fernández Morera et de Rafael Sánchez Saúz pendant près de 4 ans. C'est par la suite qu'avec joie j'ai contribué à la réalisation du projet de ce colloque, projet dont l'idée et la mise en œuvre reviennent avant tout à Evelyne Navarre et à Philippe Conrad, président de l'Association pour l'Histoire. Mais malgré tout l'intérêt porté au sujet de l'Andalouse pendant toutes ces années, je n'ai pas pour autant la prétention d'ajouter des commentaires pertinents aux explications données par les spécialistes qui se sont succédés à la tribune. L'essentiel a été dit par eux, par nos amis professeurs espagnols, américains et français. Je voudrais donc plutôt, en guise de conclusion, replacer le sujet dans une perspective ou dans un cadre plus vaste, celui de la légende noire espagnole. Alors bien évidemment, je n'en donnerai ici qu'en quelques minutes un très bref aperçu. Je pense, au moment de commencer cette intervention, je pense à ce que me disaient, ou ce que m'ont dit Serafín Fanjul et Rafael Sánchez Saúz, à savoir tu es français, donc tu peux dire ce genre de choses. Nous, comme Espagnols, je ne sais pas si nous pourrions dire la même chose. Mais bon, voilà, donc je me lance donc. L'histoire de l'Espagne est exceptionnelle. Elle est l'une des 5 grandes nations qui ont construit l'histoire universelle. Elle a laissé une trace indélébile dans le monde. L'Espagne d'aujourd'hui, c'est un pays d'un peu moins de 47 millions d'habitants qui affronte, plus que n'importe quel pays d'Europe, les conséquences sociales et économiques de la baisse de la natalité et du vieillissement de la population. Son indice de fécondité est l'un des plus bas du monde. Il s'est levé à 2,89 en 1974, il n'est plus que de 1,25 en 2018. La crise démographique espagnole est en passe de devenir catastrophique.
À cette cadence, la population actuelle pourrait bien baisser de moitié en 2100. Mais cela dit, fiche de consolation, l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée dans le monde après le chinois. Parlée par près de 550 millions de personnes, c'est la langue principale et officielle de 22 pays. Malheureusement, l'ignorance de la plupart des Français sur l'Espagne, sa culture et son histoire reste abyssale, pour ne pas dire insondable. Pire encore, ceux qui en parlent le font généralement superficiellement et se limitent à répéter quelques platitudes, des lieux communs et autres espagnolades de plus ou moins bonne aloi. Qui ne connaît parmi nous le French bashing, ce dénigrement de la France à l'étranger, qui, il faut bien le dire, s'accompagne souvent d'un autodénigrement des Français. Des clichés, des stéréotypes, des idées préconçues, appréciés notamment des anglo-saxons, qui se font un plaisir de les faire circuler de par le monde, surtout depuis la guerre du Golfe. Mais soyons honnêtes, il n'est pas un empire, pas une seule grande puissance qui n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une légende noire et d'une légende dorée. Les Romains étaient déjà considérés comme des barbares, cruels, incultes et stupides par les Grecs. Revenons à l'Espagne. L'Espagne n'est bien évidemment pas la seule puissance à avoir été l'objet d'une propagande phobique au cours de l'histoire. Mais la singularité de la légende noire espagnole tient à son incomparable intensité et à son incroyable ténacité au cours des siècles. Vous ne serez sans doute pas surpris si je vous dis que cette légende a été soutenue à l'étranger, mais aussi et avec enthousiasme par une bonne partie de la classe intellectuelle de la péninsule depuis le début du XIXe siècle et qu'aujourd'hui elle est assimilée et répandue par la majorité de l'oligarchie espagnole. En Europe, bien évidemment pas dans le monde, vous le savez, on ne lutte plus désormais majoritairement pour la virtus, ce mélange d'énergie, de force morale, de mérite et de courage, ni au nom de la religion, de la patrie ou de la famille, mais pour le pacifisme, l'immigration illégale et les droits de l'homme. Et l'Espagne n'échappe pas à un mode. Vous ne vous étonnerez donc pas non plus si je vous dis que dans la péninsule, celui qui émet quelques réserves, ou pire, qui ose déconstruire les mythes, les préjugés et autres élucubrations politiquement correctes, se voit immédiatement enseveli sous un tombereau d'insultes nationalistes, espagnolistes, national-catholiques, machistes, racistes, xénophobes, franquistes, fascistes, nazis, etc. Autant d'arguments d'une pauvreté, d'une médiocrité déconcertante, mais qui, hélas, ne sont pas le fait des seuls démagogues et leaders politiques. Bien au contraire, on les retrouve abondamment sous la plume de prétendus philologues, anthropologues, philosophes ou historiens universitaires qui se contentent d'invectiver au lieu de débattre et qui, bien entendu, sont présentés comme des références intellectuelles par de grands partis politiques. Mais il est temps de poser la question, qu'est-ce que la légende noire espagnole depuis des siècles? La réponse est simple. Sans tourner autour du pot, sans fioriture. La voici. C'est l'opinion selon laquelle les Espagnols seraient inférieurs aux autres Européens parce qu'ils n'auraient pas les qualités habituelles des peuples civilisés. Selon cette vision, tous les grands épisodes qui jalonnent l'histoire d'Espagne auraient été marqués par les pires calamités. Al-Andalus, territoire pacifique et pluriculturel, aurait été détruit par les barbares chrétiens. La reconquête serait un exemple de fanatisme religieux. La découverte et conquête de l'Amérique, un modèle de pillage et de génocide. Les guerres européennes de la réforme et de la contre-réforme, une manifestation extrême d'intolérance, de sauvagerie et de violence. Les guerres civiles du XIXe siècle, entre libéraux et traditionalistes carlistes, l'expression archétypique du refus du progrès. La guerre civile de 1936, l'agression unilatérale de l'armée, de l'Église, de la banque et de l'ensemble de la droite, inique, autoritaire, réactionnaire, fasciste, contre la gauche humaniste, progressiste et démocratique. Et si vous doutez de l'ampleur de cette légende noire, alors expliquez-moi un simple détail qui semble insignifiant mais qui a pourtant son importance. Pourquoi la plupart des Français connaissent-ils l'expédition de Fernand de Magellan, Magallanes, comme le disent les Espagnols, mais ignorent que l'explorateur portugais était au service du roi d'Espagne? Pourquoi sait-on si rarement que le premier marin à avoir réalisé et complété le tour du monde en 1522 n'est pas Magellan, en raison de son décès aux Philippines, mais le basco-espagnol Juan Sebastián Elcano? Pourquoi connaît-on et utilise-t-on si mal le nom d'invincible armada, terme inventé par dérision par les Anglais, au lieu du terme correct qui est Grande Armada,
grande armada. Cette armada navale qui a été coulée en partie par la tempête et non pas par la flotte anglaise. Pourquoi ne connaît-on pas en revanche la terrible défaite infligée par Blas de Lezo aux Anglo-Américains à Carthagène des Indes en 1741? Autre exemple, il y a plus de 25 ans que je souligne, sans le moindre effet et dans l'indifférence totale, une erreur terminologique particulièrement révélatrice des hispanistes français. Pendant la guerre civile, il n'y avait pas, comme ils le disent, toujours d'un côté le camp nationaliste et de l'autre le camp des républicains, mais le camp des nationaux, nacionales, comme disent les Espagnols, qui ont aussi le mot nationalista, mais qui n'utilisent pas dans cette occasion. C'est-à-dire des libéraux républicains, des radicaux, des démocrates chrétiens, des libéraux monarchistes, des traditionalistes, des phalangistes et bien sûr des nationalistes. Le camp national s'autodéfinissait national et non pas nationaliste, alors que le camp républicain s'autodéfinissait républicain, et on dit républicain. Beaucoup plus récemment, autre exemple révélateur, au lendemain de la crise de 2007, l'Espagne a été classée au rang des coupables, des pays mauvais payeurs, des PIGS ou Gypsies. 30 ans plus tôt, en 1976, la Grande-Bretagne, en pleine crise économico-financière, avait bénéficié d'un prêt du Fonds monétaire international 10 fois son PIB, mais que je sache, elle n'avait pas été pour autant qualifiée de mauvais payeur. Mais passons. Aujourd'hui, il est bien sûr de bon ton de nier l'existence de cette légende noire. Il n'y aurait jamais eu de critique négative, systématique, intentionnelle et unanime. Celle-ci ne serait que la conséquence de la fausse perception qu'auraient les Espagnols de leur image à l'étranger. Ce serait une soi-disant paranoïa collective qui aurait été causée par un soi-disant isolement du pays. Mais cette argumentation superficielle et oiseuse n'est qu'un artifice, un élément de plus de la légende noire. Sur le sujet, je ne saurais trop recommander aux hispanistes la lecture édifiante du livre de Maria Elvira Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra, comment pourrait-on traduire, empirophobie et légende noire. Pour illustrer la persistance de la légende noire, il me suffit de rappeler quelques déclarations polémiques, par exemple celle du président Chirac en 1996, ou celle très récente du président du Mexique, ou du pape François, pour ne pas parler des proclamations exaltées des leaders des mouvements indigénistes. Ces derniers ont exigé récemment le retrait des cloches installées au début du XXe siècle tout au long du Camino Real de la Californie. Le Camino Real, c'est la route historique des missions franciscaines établie entre 1683 et 1834 tout au long des plus de 1000 kilomètres qui séparent San Diego de Sonoma au nord de San Francisco. Eh bien, l'université de Stanford a retiré sa cloche pour satisfaire la revendication d'un groupe d'indigénistes dirigé, ironie de l'histoire, et tenez-vous bien, par un certain Lopez, dont le nom ne saurait être plus espagnol. Mais fermons cette parenthèse. Pendant tout le XVIe siècle, la liste, en revanche, des œuvres, romans, comédies, théâtres, musique composées en Europe pour glorifier l'Espagne et l'exploit des rois catholiques a été extrêmement nourrie. Au XVIIe siècle, bien des livres étrangers exaltaient encore la prise de Grenade, l'épopée de la Reconquête, et cela notamment en France et en Angleterre. L'espagnol a d'abord été perçu comme grave, sérieux, orgueilleux, réfléchi, amoureux de l'ordre. Mais cette description flatteuse a très tôt cédé la place au portrait calomnieux, réprobateur, souvent pittoresque. Pittoresque, c'est l'Espagne des gitans, des toreros, de Carmen et des joueurs de guitare. Historiquement, c'est en Italie, à la fin du XVe siècle, et en raison de la première expansion impériale espagnole en Méditerranée, que se manifestent les premiers préjugés anti-espagnols. Un groupe d'humanistes italiens accuse les Espagnols d'avoir du sang mêlé avec les peuples sémites, les Arabes et les Juifs. Le futur pape Jules II traite de marane le pape d'origine espagnole Alexandre VI Borgia. Mais à l'inverse, d'autres humanistes italiens jugent les Espagnols inférieurs en raison de leur sang goth, wisigoth. Être goth, c'est être anti-romain, c'est être médiéval, c'est être barbare. L'idée selon laquelle l'Espagne serait une nation ancrée dans le Moyen-Âge qui n'aurait en rien participé à la Renaissance date de cette époque. Elle est en fait radicalement fausse, car l'Espagne est au contraire l'un des moteurs de la Renaissance.
Si l'Italie avait été obligée à se défendre seule contre les Turcs et de faire face seule à ses problèmes internes, il est bien évident qu'elle n'aurait pas pu consacrer autant de talent et d'argent aux créations artistiques. Un des poncifs de la légende noire est le sac de Rome par les armées de Charles Quint en 1527. On oublie ici que la soldatesque était commandée par le connétable duc de Bourbon, que sur 34 000 hommes, près de la moitié étaient des Allemands, qu'il y avait un très grand nombre d'Italiens, que les Espagnols étaient à peine 6 000, enfin, qu'il y avait vraisemblablement autant de protestants que de catholiques pour participer à cette action. Au XVIe siècle, 3 inflexions ou changements importants interviennent dans la légende noire du fait de la propagande protestante. Premièrement, les Espagnols ne sont plus considérés comme inférieurs en raison de leur sango. Pour les protestants, l'impureté, la dépravation morale et la barbarie des Espagnols proviennent exclusivement de leur sang sémite. Deuxièmement, la valeur des Espagnols descend encore d'un cran. Ils sont dorénavant des démons, des agents de Lucifer, des gens impies, cruels, lâches et alliés secrets des Turcs. Troisième différence, les pamphlets imprimés en Hollande, en Allemagne et en Angleterre sont d'une violence et d'une grossièreté scatologique et sexuelle inimaginable jusqu'alors en Italie. Au dire des protestants, la sodomie est le péché catholique par excellence et bien évidemment, eux en sont exempts. Charles Ier d'Espagne était, ne l'oublions pas, Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain, archiduc d'Autriche. Il était aussi souverain des Pays-Bas, roi de Naples et de Sicile. Lui et son fils Philippe II étaient donc les souverains légitimes des territoires néerlandais. Contrairement à ce qu'a prétendu toute l'historiographie orangiste, il n'y a pas eu d'invasion, ni d'occupation, ni d'annexion des Pays-Bas par les Espagnols. La rébellion n'a pas été populaire, mais essentiellement le fait de la haute noblesse soucieuse de défendre ses intérêts. Il ne s'agissait pas d'une révolte contre les impôts ou contre le financement de la guerre, ni contre l'Inquisition, laquelle n'a jamais existé aux Pays-Bas. Il n'y a pas eu non plus d'unité néerlandaise contre l'Espagne, ni un conflit exclusivement entre catholiques et protestants. Il s'agissait d'une guerre civile qui opposait des Flamands à d'autres Flamands, une guerre civile entre partisans de l'unité et partisans de la séparation. Sur les 54 000 soldats commandés par le duc d'Albe en 1573, 30 000 étaient flamands, 7 000 seulement étaient espagnols. Les 1073 exécutions qui ont été ordonnées par le Grand Duquet deviendront 200 000 par la magie de la propagande. Elles feront de lui un exemple de monstre, alors que ses méthodes n'étaient somme toute pas plus sévères ou plus expéditives que celles du prince Guillaume d'Orange et surtout bien moins sauvages que celles d'Élisabeth Ier d'Angleterre lors de la répression du Parti catholique. Autre exemple, en 1581, sur les 60 000 hommes commandés par le gouverneur des Pays-Bas, l'Italien Alexandre Farnèse, 48 000 étaient hollandais, 6 000 espagnols et 5 000 italiens. La proportion des Espagnols dans les tertios des Flandres n'a jamais dépassé les 10 à 15% et dans le même temps, les étrangers se comptaient par milliers dans les troupes orangistes. Charles Quint était de longue date en étroite relation avec Érasme. Il ne cachait pas sa vénération pour l'humaniste hollandais. Par ailleurs, l'empereur était considéré plus étranger en Castille et en Aragon qu'en Flandre ou en Allemagne. Son rêve était d'être l'arbitre ou le centre de gravité du Saint-Empire romain qui ne sera qualifié officiellement de teutonique ou de germanique qu'à partir de la fin du XVIe siècle. Soulignons-le, en condamnant la réforme, Charles Quint condamnait le droit des princes pro-réformistes à imposer leurs critères à ceux qui voulaient rester catholiques et surtout, point clé, il leur interdisait de s'approprier les biens de l'Église. Lors de la guerre de Schmalkalden, en 1546, en Saxe et Thuringe, significativement, là encore, les troupes impériales comptaient 16 000 lansquenets, 16 000 lansquenets allemands, 10 000 italiens, 5 000 belges et flamands et seulement 8 000 espagnols. Il ne s'agissait pas là encore d'un affrontement, il s'agissait là d'un affrontement non pas entre Allemands et étrangers, mais bien d'une guerre entre une majorité de combattants allemands qui se trouvaient dans les deux camps. Initiée par Luther, la démonisation, diabolisation des Espagnols a atteint un niveau absolument obsessionnel chez le prince d'Orange. Antisémite féroce, Luther assimilait les Espagnols aux Juifs, mais aussi aux morts. Humaniste et propagandiste de la Réforme, Ulrich von Hutten les tenait pour des mamelouks, des marranes, des paresseux, des traîtres et des porcs. Luther assimilait les Espagnols aux Turcs, et sur ce point, 25 ans après,
sa mort, le plus cinglant démenti lui a été apporté par la bataille de Lépante en 1571. Mais la même accusation, donc d'être finalement les Turcs, l'accusation de voir des Turcs dans les Espagnols, cette accusation a été reprise aussi par Orange, mais alors qu'il cherchait lui-même un accord avec les Turcs et leur octroyait un comptoir commercial à Anvers. En Angleterre, la propagande anti-espagnole commence à partir de 1534, date à laquelle Henri VIII se proclame chef de la nouvelle église anglicane. L'espagnol est pour lui, et c'est clair, l'incarnation du traître, de l'hypocrite, du lascif et du sanguinaire. En quelques années, les catholiques sont balayés du pays. La reine Élisabeth Ier est responsable de plus de morts que l'Inquisition espagnole dans toute son histoire. Mais alors que les Espagnols incarnent l'intolérance fanatique de l'Inquisition, les Anglais vont passer pour des défenseurs de la liberté de conscience, de la liberté d'expression et de la tolérance religieuse. Des valeurs de liberté qui étaient en effet respectées par les Anglais, mais elles étaient respectées par les protestants et seulement par et pour les protestants, jamais pour les catholiques. Il faudra attendre 1829 pour que les lois répressives contre les catholiques commencent à être abrogées en Angleterre. En France, c'est au XVIIIe siècle que s'est développée l'hispanophobie. On la retrouve chez le protestant Pierre Bell, mais aussi chez Montesquieu, Voltaire, Raynal, Jaucourt et Masson de Morvilliers, pour ne citer qu'eux. L'Espagne n'est plus alors l'agent de Lucifer, mais une terre d'ignorants, de barbares et d'incultes, un pays intolérant, intransigeant, superstitieux, sans aucun esprit scientifique, qui se situe, somme toute, en dehors de la civilisation. L'économie et la culture de la péninsule sont jugées déplorables, et les responsables sont bien sûr le catholicisme et l'Inquisition. Le Saint-Office n'a jamais eu la moindre politique interventionniste en matière de commerce, d'industrie ou de finance, mais de cela, on en a cure. L'historiographie libérale et le romantisme littéraire du XIXe siècle seront les premiers à s'intéresser vraiment à l'expulsion des Juifs de 1492. La nouveauté est alors de prétendre que c'est l'intolérance des Espagnols envers les Juifs qui a été à l'origine de tous les maux de la péninsule. Nous verrons ce qu'il en est en réalité. L'Espagne est ressortie, en fait, exsangue de la double invasion française par les armées de la Convention et surtout par les armées de Napoléon. Et c'est précisément à ce moment-là que les piliers de la légende noire anti-espagnole vont prendre leur forme définitive. À l'étranger, ces piliers sont, au nombre de 4, le mythe d'un Al-Andalus pacifique et pluriculturel détruit par les barbares chrétiens venus du Nord, l'expulsion des Juifs, l'Inquisition et l'exploitation de l'Amérique. Un mot sur Al-Andalus, qui a été tout sauf le modèle de tolérance si vanté, comme on l'a vu, par les romantiques du XIXe siècle. Une précision seulement. Jusqu'au début du XXe siècle, l'école historique libérale et progressiste espagnole, qui était généralement nationaliste, en fait, vous voulez, l'Empire étant en voie de dissolution, il fallait générer un État-nation sur le modèle français. Eh bien, cette école s'est plu à présenter à l'Andalous non pas comme un territoire arabo-musulman ou de culture orientale, mais comme la continuation des caractères de l'idiosyncrasie hispanique, c'est-à-dire romano-visigothique et chrétienne. Cette présentation, reprise ensuite par les intellectuels franquistes, très critiquée aujourd'hui par tous les contempteurs espagnols de la nation espagnole, a été évidemment dès le début beaucoup moins partagée à l'étranger. Les Morisques, les musulmans d'Espagne, ont été expulsés entre 1609 et 1614 pour 3 raisons. D'abord, leur révolte répétée dès 1492, et notamment la rébellion sanglante des Alpujarras entre 1568 et 1571. Ensuite, leur complicité, leur participation à la piraterie, à la pénétration des Turcs et des barbaresques sur le territoire espagnol. Enfin, leur collaboration et leur connivence avérée avec les protestants d'Europe et les ennemis de l'Espagne. Des espions français ont d'ailleurs été arrêtés en Espagne parce qu'ils essayaient de fomenter des soulèvements à ce moment-là. Mais c'est l'expulsion des Juifs qui a fait couler le plus d'encre. Les Espagnols ont été jugés tantôt sémites, tantôt persécuteurs des sémites. En 1492, à la veille de l'expulsion, il y avait en Espagne environ 200 000 Juifs. Près de la moitié ont accepté de se convertir au christianisme. Les autres ont préféré l'exil. Un peu moins d'un tiers est retourné plus tard en Espagne en déclarant s'être fait baptiser. Mais ne l'oublions pas, les Juifs avaient été expulsés du royaume d'Angleterre par Édouard Ier, du royaume de France par Philippe Auguste et Philippe IV, des duchés de Parme et de Milan, mais aussi de l'archiduché d'Autriche. Le cas de l'Espagne n'est donc pas aussi singulier, aussi
entre guillemets, révélateur d'un climat d'intransigeance, qu'on veut bien le dire. Cette expulsion a été un drame social, incontestablement, mais ces dommages économiques doivent être relativisés. Le déclin de l'Empire espagnol a commencé, ne l'oublions pas, 250 ans plus tard. L'autre grand thème de la propagande anti-espagnole, c'est la mythologie contre le Saint-Office. La propagande sur les atrocités de l'Inquisition a commencé à se développer aux Pays-Bas en 1548. En exploitant des dizaines de milliers d'archives, les spécialistes ont recensé 1346 personnes condamnées par le Saint-Office et effectivement exécutées entre 1540 et 1700. Parmi les victimes, le nombre des protestants condamnés à mort entre 1520 et 1820 s'élève à 220, dont 12 ont été effectivement brûlés. La peine de mort n'était appliquée qu'à l'hérétique qui refusait de se repentir. En réalité, bien moins de personnes sont mortes pour hérésie en Espagne que dans le reste des pays d'Europe. Environ 50 000 sorcières ont été brûlées en Europe, la moitié dans les territoires allemands. En revanche, 27 sorcières ont été brûlées en Espagne, dont tout particulièrement au Pays Basque. Qui ne connaît les gravures de Théodore de Brie illustrant les plus terribles passages de la Brevissima Relación de la Destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas? Ce réquisitoire du dominicain espagnol, publié d'abord en Espagne en 1551, puis à Anvers en 1578, tient une place centrale dans la légende noire anti-espagnole. La conquête et l'évangélisation par les armes n'auraient eu d'autres effets que la dépopulation, voire le génocide organisé. Qu'en est-il exactement? À l'arrivée des Espagnols, l'Amérique précolombienne est encore à l'âge de la pierre polie. Un véritable abîme culturel la sépare du continent européen. Les cultures amérindiennes pratiquent l'anthropophagie, rituelle et non rituelle, sur une très vaste échelle. Le paradoxe de la conquête est qu'elle n'est moins l'œuvre des conquistadors espagnols que des peuples indigènes dominés, désireux de secouer le joug des peuples indigènes dominants. On ne conquiert pas des empires comme ceux des Aztèques, Incas ou Mayas, avec seulement 200 ou 400 soldats, quelques pétoires et quelques chevaux, si l'on ne bénéficie pas sur place de solides appuis. Soulignons-le par ailleurs, en 2 siècles, le nombre d'émigrants espagnols, hommes et femmes, n'a pas excédé 200 000 personnes, probablement 50 000 au XVIe siècle. Avant leur arrivée, le continent est composé d'une série d'univers totalement fermés. L'Amérique en tant que telle est une création des Espagnols. Entre 1538 et 1812, ce sont plus de 30 universités que les Espagnols vont fonder en Amérique, bien avant qu'elles ne soient créées en Amérique du Nord, pour la plupart. Tout enseignaient les langues indigènes. L'histoire de la découverte et de la conquête est indubitablement marquée par des cas de cruauté et d'exploitation inhumaine atroces, mais aussi par de formidables exemples de sacrifices et d'actions altruistes. En fait, si la monarchie espagnole s'était conformée aux idées qui prévalaient au XVIe siècle en Europe du Nord, elle aurait réduit à l'esclavage légal et effectif la majorité de la population indienne. Or, l'Espagne a établi en droit, je dis bien en droit, la liberté des Indiens et n'a permis le servage que pour les cannibales et pour les indigènes qui se livraient à des sacrifices humains et qui s'opposaient par la force à toute forme d'éducation chrétienne. Ces principes ont été souvent violés, mais ils sont demeurés toujours en vigueur, vaille que vaille, jusqu'à la fin de la présence espagnole. Et à l'heure de les juger, il conviendrait peut-être de garder à l'esprit le caractère, pour le moins discutable, du droit d'ingérence d'aujourd'hui. Saint Paul disait « Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux ». Jules Monnereau parlait d'hétérotélie. Une infinité d'actes et d'ordonnances contenant des directives concernant les Indiens, qui étaient assorties de menaces en cas de désobéissance, ont été adressées par les rois d'Espagne à leurs vice-rois. Les premiers missionnaires ont alerté la couronne sur les mauvais traitements infligés par les colons aux Indiens. Des personnalités ecclésiastiques et d'éminents représentants de la couronne ont combattu pour la justice au bénéfice des Indiens. L'un des plus célèbres, souvent considéré comme le fondateur du droit international public, est le dominicain Francisco de Vitoria. Ces idées ont inspiré le monument que constituent les 6000 lois des Indes édictées par les rois d'Espagne tout au long de leur règne. Des théologiens, dominicains et jésuites de l'école de Salamanque ont élaboré un ensemble de théories politiques, juridiques et économiques qui est à l'origine de la modernité. Il faudra cependant attendre jusqu'à la fin du XIXe siècle pour que leurs travaux de juristes soient redécouverts et près de 3 siècles pour que l'économiste Joseph Schumpeter écrive que les penseurs de l'école de Salamanque méritent le qualificatif de fondateurs de l'économie moderne.
On notera que l'attitude de la couronne espagnole à l'égard de Bartolomé de las Casas a été d'une étonnante bienveillance. Non seulement le dominicain n'a fait l'objet d'aucune censure, mais les ministres et conseillers du monarque ont réduit ses adversaires au silence. Charles Quint a promu la publication de ses écrits, l'a nommé protecteur des Indiens et en a fait l'évêque de Chiapas. Lors de la controverse de Valladolid sur la découverte, la conquête, l'évangélisation et la colonisation des Indes, Las Casas défendait la théorie de l'innocence des Indiens et appelait au retrait pur et simple de l'Espagne de l'Amérique. Alors que l'humaniste Juan Gines de Sepúlveda, grand spécialiste de la pensée d'Aristote, dénonçait les pratiques idolâtres, les sacrifices humains, le cannibalisme et l'infériorité culturelle des Indiens et défendait, je souligne, un régime de tutelle ou de protectorat jusqu'à l'émancipation. Néanmoins, leurs joutes verbales n'ont pas pu boucher sur la déclaration d'un vainqueur officiel. Reste bien sûr le blâme suprême. L'Espagne serait coupable devant l'histoire d'un véritable génocide dont elle devrait se repentir. La population indigène a effectivement baissé après l'arrivée des Espagnols, mais on ignore dans quelle proportion. Pour le savoir, avec quelque exactitude, avec quelque rigueur, il faudrait disposer de données démographiques crédibles sur la population indigène d'avant 1492. Mais ce n'est pas le cas. Selon leurs différentes écoles, les historiens parlent de 6 à 100 millions. Pour les indigénistes, il y avait 400 millions, alors qu'il y avait à peine 80 millions de personnes en Europe. Prenant en compte le caractère rudimentaire des techniques de culture et la faible capacité alimentaire des peuples chasseurs-cueilleurs-récolteurs, l'historien polono-vénézuélien Ángel Rosenblatt estime que cette population ne pouvait pas dépasser les 13 500 000 personnes sur tout le continent. La dépopulation entre 1492 et 1570 s'élèverait selon lui à 2 500 000 personnes. Mais en revanche, les spécialistes s'accordent davantage sur les raisons de cette dépopulation. Les vrais coupables sont les maladies infectieuses, contagieuses, importées du vieux monde, pour lesquelles les aborigènes n'avaient ni défense ni immunité, principalement les maladies infantiles, rougeole, varicelle, oreillons. C'est la raison pour laquelle la plus forte mortalité ne s'est produite qu'à partir de la fin du XVIe siècle, précisément avec l'arrivée des familles et surtout des enfants. La découverte de l'Amérique n'a d'ailleurs pas eu seulement des conséquences sanitaires néfastes pour la population du Nouveau Monde. La syphilis, vraisemblablement un agent pathogène mutant plus virulent que celui connu depuis l'Antiquité, a été réexportée par l'Amérique en Europe au XVIIe siècle. 2 siècles après l'indépendance des pays d'Amérique hispanique, il est fréquent de lire que la colonisation espagnole est la principale responsable du retard économique de ces pays par rapport aux pays d'Amérique du Nord bien plus développés. On oublie toutefois qu'au moment de leur indépendance, les territoires hispaniques étaient beaucoup plus prospères que ceux du Nord. Les villes du Sud étaient les plus peuplées et avaient les meilleures infrastructures du continent. On ne saurait trop le souligner, le déclin économique du sud de l'Amérique ne s'est produit qu'après l'indépendance de 1824. Autre point clé qui mérite d'être relevé, l'Empire hispanique est le seul empire né en Europe qui soit parvenu à se maintenir dans la stabilité et dans une relative prospérité pendant plus de 3 siècles. Et le nombre des soldats espagnols en Amérique était à l'époque, sur un continent immense, était absolument dérisoire pendant toute la durée de leur présence. Et un fait aussi intéressant, c'est que au moment des guerres d'indépendance, que l'on ne sait généralement pas ici, finalement, ces guerres ont été menées essentiellement par des créoles et avec une minorité, avec une présence espagnole, donc de l'armée qui venait d'Espagne, absolument minoritaire. C'était des créoles de part et d'autre qui menaient les combats, et en particulier, ce qui est assez étonnant, c'est que les Noirs et les Indiens choisissaient de préférence le camp des royalistes, en fait, légalistes, et non pas celui. Pourquoi ? Parce que pour eux, les autres représentaient le latifondisme anglo-saxon, qu'ils craignaient encore plus que la présence américaine. Donc là encore, il y a une certaine ambiguïté qui mérite d'être soulignée. Je termine donc les effets et les conséquences de 5 siècles de propagande hispanophobique peuvent bien être niés, ignorés, méconnus ou passés sous silence,
mais il n'en continue pas moins d'influer sur la perception que les pays d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord ont de l'Espagne. Un énorme travail de démythologisation reste encore à faire, un travail de Pénélope, non seulement à l'étranger, mais aussi en Espagne, où le débat portant sur l'identité nationale divise, déchire le pays, sans doute encore plus que dans n'importe quel autre pays d'Europe. C'est tout ce que je voulais vous dire.